4 alumni. 4 alumni nous sommes là pour faire un peu un retour d'expérience de nos années après l'IAE, parce que c'est un peu le sujet de ce soir, c'est savoir quels sont les étapes clés, quels sont un peu peut-être nos conseils, outils, nos retours d'expérience sur OK, l'IAE, c'était super, on est en train de se le dire avant le lancement de l'événement, et après, qu'est-ce qui se passe justement. Donc, les étudiants qui sont là, ils sont en plein milieu aussi du forum de l'emploi qui est organisé actuellement à l'IAE et à l'UM en général. Et justement, on a plusieurs webinaires qui sont sur des sujets divers autour de l'emploi et autour des parcours. Et on en profite avec les alumni et avec l'UM pour faire des retours. On est ravis d'être là. Et ce que je propose, c'est déjà on puisse un peu se dire chacun un mot. Il y a donc Claire-Lynne, Sandrine et Samuel sur mon écran. Vous êtes dans le sens là. Je pense, du coup, Claire-Lynne, si tu peux dire un mot sur toi, vite fait. On fait déjà un petit tour d'écran pour juste se présenter et après on pourra en dire un peu plus sur nos parcours. Et puis, bien entendu, tous les spectateurs ont accès aux questions-réponses et quand vous posez des questions, on sera ravis d'y répondre si on peut y répondre. Voilà. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce passage de bâton de parole. Bonjour à tous les spectateurs. C'est assez particulier, c'est la première fois que je participe à un webinaire, donc du coup, de ne pas voir des personnes que je sais qui puissent voir la discussion, c'est assez particulier. Mais écoutez, bon, sans vous voir en tout cas, bienvenue. Je suis contente effectivement de pouvoir participer et pouvoir répondre à toutes ces questions peut-être que vous aurez suite au parcours que j'ai pu passer, que j'ai pu faire notamment dans le cadre de l'orientation professionnelle. Donc du coup, ce visage, c'est Claire-Lynne. Et on a été notamment aussi avec Romain, que j'ai rencontré Romain à l'IAE. Je suis une ancienne de l'IAE, du Master MPI, Management de projets innovants, et du coup de la promotion 2017-2018. Du coup, j'essaye de ne pas trop en dire, mais actuellement, du coup, je travaille au sein de Simplon, qui est un organisme des métiers techniques du numérique et pour lequel je suis chargée de projet. Grand programme. Du coup, grand programme, c'est tous les axes inclusifs, c'est toutes les formations et les programmes d'acculturation et de sensibilisation au numérique pour les personnes publiques spécifiques. Donc, du coup, en particulier des personnes réfugiées, des femmes qui sont sous-représentées dans le milieu du numérique, des personnes en situation de handicap et tout autre public qui ont besoin d'être encouragés et soutenus dans cette voie-là. Voilà, et enchantée. Merci pour ta présentation. Et Sandrine, juste dans la suite de mon écran, du coup, tu peux te présenter un petit peu? Oui, merci Romain. Comme Claire-Lynne, moi je suis très très contente de pouvoir participer à ces webinaires, du coup, parce que je suis très contente des années que j'ai passées à l'IAE. Donc c'était un master MUPC, ça existe encore. C'est 2013-2015, ça s'appelle peut-être plus MUPC. Maintenant, c'est manager commercial. Voilà, donc de manager commercial en alternance avec La Poste. Suite à cette formation, j'ai pu intégrer le groupe La Poste et c'est surtout de ça dont j'aimerais parler par la suite, parce que ça a été quand même pas mal de travail. C'était une période qui était difficile et je pense qu'une carrière, ça se construit avec une certaine stratégie. Donc, je suis rentrée responsable espace commercial. C'est une sorte d'adjoint de directeur de secteur. Donc, le secteur, c'est les bureaux de poste que vous connaissez, les agences, etc. Donc, c'est la personne qui s'occupe uniquement des bureaux de poste et des agents en bureau de poste et tout ce que ça implique. Et moins de 2 ans après, je suis passée directrice de secteur, le poste que j'occupe aujourd'hui depuis octobre 2018. Et la suite, j'espère que ce sera aussi rapide, ça serait intéressant, mais voilà, tout ça pour dire que ça se construit et il y a très peu de choses qui sont dues au hasard. Voilà, donc c'est surtout sur ce volet-là que je voudrais m'exprimer par la suite. Voilà, merci. Hâte d'entendre ce que tu as à dire et puis déjà, bravo pour ce début de carrière. Et on espère que c'est juste le début de toute façon. Merci. Samuel, du coup, qu'est-ce que tu peux dire sur toi? Alors, donc on l'a refait cette fois. C'est enregistré, c'est bon. Alors, non, pour ma part, comme je disais tout à l'heure, donc master IAI, ingénieur d'affaires international. Moi, avant d'arriver à l'IAE, donc c'était pour le bachelor même. J'avais fait le bachelor, le BIMB, Bachelor of International Business and Management and Business plutôt.
Donc ça, c'était à la suite de l'IUT. Moi, je suis originaire de Normandie, Cherbourg. Et donc, j'avais fait l'IUT Tech Deco. Donc, je m'étais spécialisé vers le commerce et je savais que je voulais me diriger vers le commerce international. Donc, c'est vrai que le BIM m'a fait de l'œil et bah, j'ai réussi à être sélectionné pour ce bachelor qui était franchement sympa puisqu'il m'a permis de partir en Corée du Sud. Donc, ça a été ma première expérience significative à l'étranger. Donc, deuxième semestre et second semestre, Corée du Sud. À la suite de ça, je suis parti une petite année à Rouen. J'ai fait des infidélités à Lyon de Montpellier puisque, manque de chance, j'étais sur liste d'attente pour le master IAI. Et donc, au dernier moment, j'ai trouvé cet échappatoire à l'université de Rouen. Donc, c'était toujours dans le commerce international, on va dire. Mais j'ai réussi à bifurquer l'année d'après en master 2 IAI, anciennement CAI. Donc, de retour à Lyon-Montpellier, là, l'année a commencé avec un autre semestre à l'étranger. Donc, ça m'a permis de partir aux États-Unis, à Nazareth College, un autre des partenaires, universités partenaires de Montpellier. Donc, j'ai fait mon semestre aux États-Unis. À la suite de ça, le second semestre s'est passé très vite, 2 mois à Montpellier, stage de fin d'études. Donc, moi, ce que j'ai apprécié avec le Lyon de Montpellier, c'est que voilà, il m'a vraiment permis d'explorer un peu cet attrait pour l'international, cette envie de voyager, que ce soit à travers les stages ou les semestres à l'étranger. Et puis, voilà, ça m'a vraiment donné cette envie vraiment, à la fin de ce master, de continuer sur cette voie. J'avais entendu parler du VIE, ce fameux contrat qui est assez prisé, cette modalité d'emploi. J'imagine que parmi les participants, il y en a certains qui connaissent et qui sont peut-être intéressés. Donc là-dessus, je serais ravi de répondre à vos questions, vous expliquer les démarches que j'ai eues, etc. Mais voilà, à la suite du coup de l'obtention de ce master, j'ai cherché pendant 1 an un VIE, tout de même, une petite année, où j'ai fait beaucoup de candidatures spontanées. Voilà, je me faisais mes bases de données à partir de LinkedIn, j'envoyais des emails personnalisés, etc., automatisés. Au final, de la prospection commerciale, on peut dire. Et c'est comme ça que j'ai fini par trouver en fait donc ce poste de Global Business Developer. Donc, je suis commercial à l'international au sein de Evernex, qui est une boîte française dans l'IT. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on vend de la maintenance pour tout ce qui est serveur, baies de stockage, les routeurs, les switches, donc toutes les marques IBM, HP, Dell, etc. Donc, moi, au sein de Evernex, voilà, je prospecte à l'international et mon but ultime, c'est de targeter. On target les grands comptes, tout ce qui va être Sanofi, Roche, etc. Donc, c'est un travail de longue haleine. Et voilà, donc je suis à Casablanca, j'ai oublié de le préciser. Et tu pourras nous en dire plus après aussi. Exactement. On va s'étaler là-dessus. Si tu dis tout maintenant, après, tu n'auras plus rien à dire. C'est vrai. On va garder un peu. Bon, on va faire un peu de teasing comme Sandrine. C'est ça. C'est la passion qui parle. C'est ça, on est passionné. Et puis, c'est pour ça aussi que c'est vachement intéressant, à mon avis, de pouvoir en parler aujourd'hui, parce qu'on est tous passionnés par ce qu'on a fait, ce qu'on fait. C'est aussi, je crois, la vente. Enfin, ce qu'on retrouve, c'est beaucoup de gens qui sortent de l'IAE en général. Et du coup, c'est ça qui est génial, à mon avis, de pouvoir transmettre. Juste une précision, on a aussi la voix IAE entreprise. Là, c'est Maud Serra qui est chargée des relations entreprises aussi, et dont enfin, les étudiants doivent la connaître. On est beaucoup à être passé devant elle dans son bureau avec des conventions de stage, des conventions d'alternance, en lui disant voilà, où je ne sais pas où trouver une entreprise ou des choses comme ça. Et c'est elle qui répond à tous nos soucis là-dessus. Et elle est aussi là en mode voix parce que faible connexion Internet, mais en même temps, elle est attentive et elle pourra aussi nous aider, notamment sur est-ce que ça existe toujours, Captic, par exemple. Voilà. Alors, du coup, moi aussi, je me suis pas. Ouais, alors, Maud, tu voulais dire un truc? Non, c'est bon, tu rigolais. Non, je voulais que tu m'entendes rigoler. Donc, et puis, du coup, moi, c'est vrai que pour me présenter, parce que j'ai la double casquette ce soir d'animateur et alumni retour d'expérience. Effectivement, comme Clairine a commencé à le dire, on a fait le même master, pas la même année. Moi, je suis sorti de création d'entreprise innovante, mais en 2014. Et par la suite, je me suis lancé tout de suite dans la création d'entreprise. Donc, j'ai créé une entreprise qui s'appelait My Horse Family. C'était une aventure entrepreneuriale de 6 ans.
Et maintenant, en fait, j'ai plusieurs casquettes, mais notamment, je suis toujours dans l'entrepreneuriat et j'accompagne des entrepreneurs et je m'occupe de projets aussi à l'IAE qui sont liés à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Donc, c'est vrai que c'est surtout sur ce sujet-là, à mon avis, la création d'entreprise. Comme ça, on a on a au moins 4 sujets enfin 4 sujets. On vient de 4 domaines différents et on a 4 sujets de sujets de conversation intéressants et différents. Donc, j'espère que ça pourra être utile aux étudiants. Donc, je vois qu'il y a toujours des spectateurs, donc on n'a pas fait fuir les gens pour l'instant. Vous pouvez poser des questions au fur et à mesure sur chacun. Vous pouvez aussi dire en fait, de quel master ou de quelle licence vous êtes et en fait ce que vous recherchez aussi dans ce webinaire ce soir. Pourquoi vous êtes connecté et comme ça nous aidera aussi justement à l'adapter au fur et à mesure avec vos questions dans le module de questions et réponses. Donc, c'est un appel aux spectateurs. Vous pouvez poser des questions et justement, on sera ravis d'avoir des questions pour nous appuyer dessus pour vous donner des infos les plus utiles possibles. Si on passait dans le vif du sujet, Claire-Lyne. Grave, j'ai une question. Allez, on va refaire dans ce sens-là. On se- Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur le… Non, est-ce que tu as quelque chose à dire déjà ou est-ce que tu veux rentrer dans le vif du sujet, un peu nous raconter un peu plus en détail ce que tu as fait? Ouais, Avec vas-y. plaisir. J'ai d'abord une question. Est-ce que du coup, il y a du speed recruiting en ce moment également qui se fait à distance? Vous avez pu le mettre en place? Oui. Oui, C'est fait? oui, oui. Alors, En fait, justement, il y a une plateforme, ils ont fait un forum virtuel en fait sur 5 jours et ok. pendant lequel en fait les étudiants peuvent se positionner sur des créneaux et avoir des entretiens via la plateforme avec les entreprises. Ok, super. L'adaptabilité, même à distance, vous assurez. Mais en fait, du coup, c'était pour faire le lien parce qu'effectivement, moi, c'était lors d'un speed recrute qui avait été organisé par l'IAE, du coup, à l'époque où j'étais en Master 1, qu'en fait, j'ai pu en fait postuler, candidater et du coup, obtenir les 2 stages qui ont fait un petit peu découler la suite de mon alternance, puis du job du poste sur lequel je suis actuellement. Et donc, du coup, c'était pour vous dire effectivement de ne pas négliger et de vraiment profiter en fait de ce speed recruiting et d'y aller à fond, de vraiment de ne pas négliger en fait les offres qui sont présentes et qui s'offrent à vous lors de ce speed recruiting. Puisque, et du coup, pour effectivement un petit peu en profiter et parler des points clés dont tu as parlé tout à l'heure, Romain, tu avais évoqué le fait des points clés après l'IAE. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment à l'intérieur. C'est au moment où j'étais justement en train de faire mon master que tout se passait, en fait. C'était là où j'ai pu activer mon réseau. C'est là où j'ai pu rencontrer, en fait, les personnes qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai pu activer ces relations-là, être cooptée par mes entreprises qui ont été mes tuteurs de stage, puis de mes tuteurs de stage qui m'ont cooptée pour trouver une alternance. Et tout ça, en fait, ça m'a permis effectivement aujourd'hui d'être cooptée dans l'entreprise dans laquelle je suis, par chance aussi à Montpellier, parce que ça comptait aussi beaucoup pour moi de rester sur Montpellier. Et surtout, et aussi, ça m'a permis aussi de trouver ma voie. C'est-à-dire que la gestion de projet, ça n'a pas été induit, ça n'a pas été inné pour moi. C'était quelque chose qui est venu justement lors d'un stage quand je travaillais encore en communication, mais j'avais fait à la base un cursus de communication et sociaux. Et c'est vraiment lors d'un stage, après, que je me suis rendu compte que c'était pour moi pas assez complet et que j'avais envie d'aller plus loin. Et c'est pour ça que je me suis orientée vers la gestion de projet. Et la gestion de projet, c'est dans ce cadre-là que j'ai réussi à profiter et à utiliser mes connaissances, mes compétences en communication pour obtenir mes premiers stages, pour faire mes preuves. Petit à petit, atteindre et toucher du doigt aussi des missions et des missions au sein des entreprises qui me recrutaient pour vraiment en fait, mettre en pratique les connaissances que je pouvais apprendre, notamment tout au cours en fait, du Master 1 et le Master 2. Et en fait, vraiment, tout a été utile. Tout a été des passerelles. Et donc, du coup, vraiment, c'est ça qui était important. Je crois, je veux comprendre aussi, Sandrine, que tu avais un peu ce type de discours à ce sujet. Mais en fait, vraiment de considérer les éléments comme des expériences, de vraiment tout prendre comme des expériences et de capitaliser beaucoup aussi sur ce qu'on a pu apprendre pour le mettre à profit. Et du coup, voilà, aujourd'hui, c'est ce qui fait que c'est mon ancienne alternance qui m'a permis d'atteindre effectivement ce métier aujourd'hui
qui me permet aussi d'évoluer dans le cadre des pédagogies innovantes, voilà, d'un métier à fort impact. Et c'est ce qui comptait pour moi. Et ça a été justement fait, non pas avec un objectif final. Si par exemple, à mon entrée en master, on m'avait dit où est-ce que tu te projettes dans 3 ans, je pense que je n'étais pas encore forcément méga sûre de moi parce que j'avais besoin de tester, j'avais besoin vraiment de faire différentes expériences, ce qui m'a permis effectivement de toucher au développement durable, de toucher aussi au métier qui me permettait d'aller à l'international. Et surtout, au final, de me recentrer. Ce qui comptait pour moi, c'était surtout les valeurs de l'éducation et les valeurs ESS, économie sociale et solidaire, pour lesquelles je me retrouve aujourd'hui, et donc dans lesquelles je suis aujourd'hui épanouie. Et voilà, ça n'a pas été induit, ça n'a pas été quelque chose pour moi définitif, mais aujourd'hui, c'est force des expériences que je me peux m'épanouir effectivement professionnellement. Donc voilà, c'était un peu long. Non, C'était merci passion. pour ton. C'est passion, non, c'est très bien, j'espère. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait, tu avais eu au démarrage, dans ta première licence ou quoi, tu avais un stage un peu où tu te disais, bon, tu ne te retrouvais pas, et puis finalement, tu as fait de la gestion de projet à l'IAE, et après, en stage, alternance, etc., de fil en aiguille, en fait, ça t'a permis de passer de l'un à l'autre en étant avec des rencontres au fur et à mesure, en fait, et à chaque fois en te faisant pousser un peu d'un stage à un autre stage, à une alternance, à une autre, et puis à un job aujourd'hui, et puis finalement à faire ta voix, quoi. Et aujourd'hui, tu es dans ton élément. Juste peut-être dire un peu ce que c'est que la gestion de projet, peut-être pour expliquer un peu c'est quoi ton métier aujourd'hui. Ouais, ok, carrément. Que... alors, du coup, il y a la gestion de projet, il y a le management de projet. C'est vrai que la formation dans laquelle j'étais, ça s'appelait management des projets. Aujourd'hui, l'intitulé du poste, c'est gestion de projet, chargé de projet. Ça peut être aussi chargé de mission. En fait, ça varie aussi au niveau des structures. Moi, aujourd'hui, dans le cadre vraiment de mon entreprise, il me permet de compléter un projet global dans son intégralité. C'est-à-dire qu'on va me demander, par exemple, à la fois de la gestion d'équipe, à la fois de la coordination d'un projet, du coup, comme j'ai dit, dans son intégralité, sur l'aspect administratif, budgétaire, gestion d'équipe, je l'ai déjà dit, sur ce qui va permettre, en fait, de concrétiser un projet, je dirais même d'intrapreneuriat, des projets en interne d'entreprise. Est-ce que c'est assez clair à ce niveau? Moi, je trouve que ça me parle. Hein. Ça te parle? N'hésitez pas. Moi, du coup, je sais, on se connaît. Pour la petite histoire, son premier stage qu'elle a eu justement au Forum de l'Emploi et tout ça, c'était chez Meilleur Family. Donc, on se connaît depuis un moment avec Clairline. Donc, c'est vrai que ça me parle beaucoup plus, ça me parle facilement. Si jamais dans les spectateurs, vous avez justement, où c'est pas très clair ou quoi, vous pouvez le demander, bien entendu. Sandrine, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, toi, justement, un peu plus de détails sur ton parcours? Quels ont été justement ces choix cruciaux dont tu nous parlais tout à l'heure et comment, justement, tu as décidé de pourquoi et comment tu as fait ces décisions-là de chaque étape et pour arriver à ce que tu fais aujourd'hui? Et peut-être aussi, pareil, dire ce que c'est aujourd'hui ton métier, vraiment. Oui, alors aujourd'hui, je suis directrice de secteur. Directeur de secteur, en fait, c'est justement ça, c'est un parfait lien avec mon parcours, avec les difficultés que j'ai rencontrées et justement c'est là où tout est intéressant parce que si je n'avais pas effectué le travail que j'ai effectué en amont, j'aurais déjà jamais pu booster mon employabilité à l'issue de la formation. Et c'est ce qui m'a sauvée parce qu'à ce moment-là, on nous disait que potentiellement on pouvait recruter 2-3 personnes éventuellement à l'issue de la formation, ce qui était une moyenne à peu près qui était sur lycée sur les 10 dernières années. Voilà, fallait à peu près s'attendre à ça. Sauf que c'est là où je rejoins Clairline, c'est que tous les choix qu'on fait, en particulier quand on est en alternance, et c'est là où je te rejoins à 300%, c'est que tous les choix qu'on fait, que ce soit par rapport au stage ou par rapport à la constitution de son réseau, se font dès les premiers jours. Le gros avantage d'avoir choisi, et ça a été également un choix de l'alternance et non pas une formation classique, c'est justement d'aller chercher de l'employabilité à l'issue de la formation, de se constituer un réseau. Et si ça ne fonctionne pas, malgré qu'on ait établi un certain plan
pour pouvoir réussir à se faire embaucher à l'issue de la formation, au moins sera constitué un réseau et on pourra essayer de basculer sur une autre entreprise avec une autre où on aura testé un type d'activité et on l'aura éprouvé, on saura si oui ou non c'est fait pour nous, ou on est fait pour ça. Et peut-être utiliser ce réseau pour basculer sur d'autres typologies d'activités, notamment avec un grand groupe comme La Poste où on a énormément d'activités différentes au sein du même groupe et c'était le gros avantage. Parce que sur une formation en management, on peut travailler sur énormément de sujets, énormément de domaines. Donc ça, c'était le gros avantage. Et l'idée, justement, grâce à l'alternance, c'était de travailler sur cette fameuse employabilité dès le départ, en se disant bien que pour booster l'employabilité, il ne faut pas du tout compter sur la chance, c'est-à-dire le recruteur qui va dire, toi, tu vas rentrer chez nous, on va te prendre en alternance chez nous et on va t'employer à l'issue de ta formation. Ça n'existe pas, ou alors c'est extrêmement rare. Donc en fait, il ne faut pas du tout compter là-dessus. Il faut juste compter sur soi, sur ses ressources, et pas du tout sur la chance. Et donc ça, c'est un travail en plus de celui pour lequel on est rémunéré et en plus de celui pour lequel on est formé. C'est-à-dire constituer un réseau, effectuer des choix. C'est-à-dire qu'on a le droit en tant qu'alternant, en tant qu'étudiant, de choisir des thématiques sur lesquelles on souhaite travailler pour ensuite développer un profil, pour être employé, pour se spécialiser par la suite, etc. On construit sa carrière, il ne faut pas attendre que la formation ou l'alternance nous apporte ces choses-là. Si nous-mêmes, on ne va pas les chercher, il faut qu'on soit clair dès le départ, je pense. Si on ne l'est pas, ça nous aide à affiner tout ça. C'est ce que j'ai énormément apprécié. Et c'est tout le soutien qu'on a eu de toute façon de la part de l'IAE, de la part de Formapost et de La Poste. Et en ça, je suis très, très reconnaissante. Mais oui, dire ok, voilà, on va m'apprendre un certain nombre de compétences directement à l'IAE, super. Moi, je sais que c'est le management qui m'intéresse. Je vais essayer de les mettre en pratique sur ma formation. Donc, c'était vraiment très intéressant pour ça. C'est-à-dire qu'on avait le théorique et le pratique en regard. Et ça, c'est vraiment très porteur. Et derrière, on peut aller déterminer nos choix, les bonnes personnes, se constituer un réseau. Et ensuite, travailler sur, OK, on me donne ça à faire tous les jours, mais moi, je vais aller pousser sur ça. Ce projet m'intéresse, mais peut-être que je peux générer ça et créer ça pour arriver où je veux. C'est ça, en fait, ce sur quoi on veut réfléchir. Et les difficultés que j'ai rencontrées, c'est que, et c'est là où ça devient intéressant, parce que malgré tout, ça a fonctionné, justement grâce à ça. À l'issue de la formation, on nous a dit on embauche zéro étudiant, parce qu'on est en plan stratégique, on est en reconfiguration totale des secteurs à la poste, des bureaux de poste, c'est-à-dire qu'on passait d'un terrain, d'une configuration, on avait 1 ou 2 bureaux avec un directeur, des adjoints, des conseillers et des chargés de clientèle, on crée des secteurs beaucoup plus importants. Aujourd'hui, je pilote 30 points de contact, voilà. Ça commence à être un peu conséquent. Il y a du politique aussi qui vient se mettre au milieu puisqu'on a des agences en mairie. Donc là, il n'y a pas du tout de hiérarchie, il n'y a pas de management direct, c'est simplement de la collaboration avec des élus. Et ça devient un petit peu difficile. Donc, c'est assez compliqué. Et donc, quand on nous dit on n'embauche personne, si on n'a pas créé de réseau, si on n'a pas créé de profil, si on n'a pas créé une attraction par rapport à l'employeur, parce qu'il faut qu'on soit attractif par rapport à eux, c'est-à-dire qu'il faut qu'on démontre qu'on est une ressource à potentiel. Si on ne l'a pas fait jusque-là, qu'on attend le dernier moment et qu'on se dise « Ah, je vais faire un job dating, on va voir ce que je trouve », non. On minimise mais grandement nos chances d'être employé. Donc, au contraire, il ne faut jamais être binaire, je pense. C'est là où je disais qu'il fallait vraiment tracer un plan assez stratégique par rapport à son employabilité. C'est que si on reste binaire et si on est si on est dans l'attente qu'on nous propose des choses, on ne démontrera rien en termes de compétences ni d'envie. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai noté sur un document bien propre, bien joli, ce que j'avais fait. Je l'ai fait signer. Je me suis fait faire une lettre de recommandation. Je me suis vendue, comme disait Samuel sur LinkedIn. Je me suis établi un profil. Je fais exactement comme toi. Et je suis allée me mettre habillée avec toutes les personnes du groupe La Poste, parce qu'on était venu me chercher. On m'avait dit oui, on veut bien vous recruter, nous on est intéressés, mais sauf que la stratégie appliquée, c'est on compte sur la ressource existante, et puis s'il y a des trous dans la raquette, on viendra vous chercher, évidemment, il n'y a pas de souci. Donc du coup, on n'est pas les premiers, même si on est les premiers appelés, on ne sera pas les premiers élus. Donc il fallait trouver des solutions. J'ai obtenu beaucoup de réponses, parce que là j'ai contacté après tout le monde en envoyant mon CV sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Donc j'ai eu beaucoup de réponses sur des postes qui n'étaient pas du tout adaptés, puisque je
Je n'avais jamais fait de bancaire. On me proposait des postes dans le codir d'un secteur, dans le bancaire, alors que ce n'était pas du tout mon domaine d'expertise, absolument pas. Moi, c'était le management commercial. Donc, le bancaire, c'est quand même une branche à part. J'ai refusé. J'ai fini par trouver. À force de demander, le réseau s'est activé, puisque quand on veut vraiment embaucher quelqu'un et qu'on a soi-même tout fait pour avant, ça fonctionne. Donc, j'ai obtenu ce poste de responsable espace commercial. Et 2 ans après, on m'a, sans me le dire, intégré à un vivier. Ça marche pas mal comme ça à la Poste, c'est-à-dire qu'ils créent des viviers sur des positions, sur des postes et des fonctions, avec des personnes qui seraient en capacité, avec un potentiel qui est reconnu par les hiérarchiques et qui est validé par du N+2, voire N+3. Et donc, j'ai reçu une petite convocation un jour pour me dire qu'il fallait que je passe des tests. Je n'ai pas compris. Je suis allée voir ma supérieure. Elle m'a dit oui, on en avait déjà parlé, mais là, du coup, le vivier s'est ouvert, on y va. Je l'ai passé, j'ai été reçue. Donc là, ça fait un peu bizarre quand on se retrouve avec des vieux briscards qui sont là depuis une quinzaine d'années, qui touchent bien, parce que là, c'est du bancaire. Par contre, sur directeur de secteur, il y a cette dimension-là à piloter, c'est-à-dire que j'avais un poste d'adjointe sur responsable espace commercial. Là, on est au-dessus, c'est-à-dire que là, on gère ce secteur de A à Z, de la vente de timbres à la ressource, au pilotage commercial, à la gestion du risque aussi, qui devient de plus en plus importante. Donc voilà, c'est une toute autre dimension. Et quand on arrive là, on se sent un peu petit, mais on se dit que voilà, même si on n'a pas les compétences sur une thématique donnée, en l'occurrence, c'était le bancaire, tout ce qu'on a fait avant et tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a appris, c'est-à-dire notre domaine d'expertise, c'est le management, sert. Ça a fonctionné. Et aujourd'hui, j'en suis là. Voilà. J'en suis très contente. Génial, quelle aventure. Du Ouais. coup, pareil, c'est des rencontres aussi des gens et du coup, il y a quand même une chose un peu pareille qu'avec Cléane, c'est-à-dire que quand même le fait que c'est ton alternance au démarrage où tu as pu faire ta liste de choses que tu avais faites, que tu faisais bien, que tu as pu faire signer avec une lettre de recommandation. Du coup, ça a été un peu un premier appui pour réussir à finalement développer ton réseau. Même ils n'ouvraient pas de poste tout de suite, mais finalement, après, tu étais dans l'action aussi, il y a la proactivité. Je pense que c'est un bon conseil, ça, c'est être proactif et être volontaire et montrer qu'on en veut. Et derrière, avec LinkedIn, on a tout soit à portée de main avec notre smartphone ou avec l'ordinateur. On peut aller connecter, faire des connexions et c'est finalement déjà une démarche commerciale de faire ça pour réussir à trouver un emploi et le poste qu'il nous faut, quoi. Et surtout que j'ai oublié de mentionner quelque chose, c'est qu'à l'issue de la formation, j'ai eu mon contrat in extremis, je l'ai négocié, donc j'ai été acceptée sur de propositions, Ça a c'était bugué. intéressant. Donc, Oui. tu as été accepté, pardon, moi je crois que ça a bugué, mais je sais pas si… Je disais, j'ai eu le loisir de choisir, parce qu'après avoir prospecté justement dans une démarche 100% commerciale, comme disait Samuel et comme tu me l'as bien rappelé, parce que c'est exactement ça, j'ai eu le loisir de choisir. J'ai choisi Grenoble, parce que là, j'avais ouvert le champ des possibles jusqu'au dom-tom. Donc, à la limite, quitte à avoir un poste, pourquoi pas au soleil, quoi. Ça m'allait bien. Il y a eu des choses, mais le but, c'est la stratégie à ce niveau-là, c'est de montrer, voilà, si on m'emploie là-bas, pourquoi on ne m'emploierait pas ici, quoi. Donc, c'est de revenir avec toutes les acceptations et de dire, voilà, aujourd'hui, j'ai ça de dos, on veut me prendre. Maintenant, vous me vouliez, ils me veulent aussi, on négocie. C'était un peu ça l'idée. Ça a fonctionné puisque j'ai été acceptée à Grenoble. Ça a pris honnêtement 1 heure. J'ai eu 1 heure d'entretien sans prépa, sans rien. Donc après, quand on sait ce qu'on veut, on y va, on met tout, on met tout, on met tout. Donc j'ai été acceptée, j'ai été reçue. 10 minutes après avoir accroché, on m'appelle, on me dit OK, vous êtes prise à Béziers. Super. Donc ça me rapproche, super, je prends Béziers. Sauf qu'entre-temps, je dis ouais, sauf que moi, en fait, mon contrat se termine en novembre et la prise de poste, c'est janvier. OK, pas de souci. On vous met en CDD sur notre bureau entre-temps, pas de problème. Du coup, en fait, il n'y a pas eu de coupure réelle. C'est-à-dire que j'ai fini un jour la formation, le lendemain, c'est-à-dire le vendredi, j'ai fini ma formation, le lundi, j'étais en bureau. Et ça ne s'est jamais arrêté depuis, quoi. Ça aussi, ça se prépare et ça va se chercher. C'est ce que je voulais dire. Ça, c'est pas du hasard. Si on ne le demande pas, si on n'y va pas, on n'aura pas. Super. Bon, écoute, on va revenir aussi après, s'il y avait pareil des questions et tout ça, sur ton parcours et compagnie. Mais du coup, l'aspect commercial, la transition est toute trouvée sur notre super commercial international. Samuel, du coup, alors tu nous en as dit beaucoup tout à l'heure, mais peut-être que tu as des choses à rajouter aussi sur le parcours, comment tu as décidé justement, quelles étaient les étapes clés et puis justement, comment tu t'en es sorti pour arriver jusqu'à là et qu'est-ce qui a été, à ton avis, les bonnes pratiques, tu vois?
Même les choses qui n'ont pas été bonnes et qui sont plutôt à rejeter, et les choses qui ont été bonnes et qui sont à D'accord. garder, quoi. Donc moi, c'est vrai que bah, j'ai envie de rebondir sur le sujet de l'alternance. C'est vrai que moi, j'ai pas fait d'alternance puisque bah, c'est vrai que faire des semestres à l'étranger, etc., c'est pas forcément, on va dire, ça n'a pas forcément de pair avec les alternances. Et c'est vrai que moi, j'étais vraiment porté là-dessus. Je voulais un maximum étudiant le commerce international, je voulais un maximum d'expérience à l'international, tout ce qui est management interculturel, pour être capable de négocier avec telle ou telle culture. C'était ma vision des choses. Et c'est vrai que je me dis, rien qu'au niveau des stages, il ne faut pas non plus sous-estimer les stages, parce que c'est vrai que moi, avec du recul, c'est vrai que je prenais des stages pour prendre des stages, surtout en fonction, par exemple, de la localisation. Donc, clairement, je voulais un stage à Barcelone en tant que commercial. Je voulais un stage dans les achats aux Pays-Bas. J'ai trouvé mon stage dans les achats aux Pays-Bas, mais je prêtais pas attention à l'industrie. Et je pense que c'est quelque chose avec du recul qu'il ne faut pas négliger, en fait. Et ça demande aussi de se connaître aussi personnellement. Et bon, je trouve que personnellement, j'ai pas forcément été très, très aiguillé au collège, au lycée, sur ce que je voulais faire, sur ce qui étaient mes passions, etc. Et avec du recul, c'est vrai que j'aurais bien aimé, pourquoi pas, faire des stages, soit dans les achats ou en tant que commercial, dans une industrie qui me tient à cœur, qui tient à la passion, c'est la musique. C'est vrai qu'avec du recul, j'aurais bien voulu en fait essayer de faire des stages dans cette industrie qui est malheureusement pas forcément facile d'accès et c'est pas malheureusement bah voilà, j'avais pas fait de stage donc c'est de plus en plus, enfin, c'est compliqué quoi. Une fois qu'on est diplômé, qu'on a fait ses stages, etc. D'essayer de rentrer dans cette industrie, c'est franchement compliqué. Donc voilà, juste à nos chers spectateurs, si vous avez voilà une industrie qui vous plaît particulièrement, c'est le moment en fait. Faut miser sur les stages et faut y croire quoi. Et c'est vrai que il n'y a aucune porte qui est vraiment fermée. Et si on a envie, si on a la motivation, on peut vraiment accomplir de belles choses. Et la preuve encore, on se rejoint sur le sujet de LinkedIn, c'est que moi, pour ma part, quand je cherchais mon VIE, donc il faut savoir que le VIE, c'est un contrat qui est très recherché, donc c'est vachement concurrentiel. Ça dépend des destinations. Je sais qu'en Allemagne, c'est un petit peu plus facile, par exemple. Mais voilà, je vous dis pas, les États-Unis, la Chine, ce sont des destinations qui sont ultra prisées. C'est très compliqué d'obtenir un VIE là-bas. Et malgré ça, je me suis organisé. Comme je disais, donc je me préparais. Donc déjà, je m'étais fait un référencement de toutes les entreprises françaises ayant des activités à l'international. Ensuite, à partir de LinkedIn, donc j'utilisais les filtres. Je cherchais. Donc je me suis fait une base de données avec tous les responsables achats, tous les directeurs commerciaux, tous les RH, les responsables de recrutement. Et à partir de ça, voilà, je faisais vraiment un maximum de candidatures spontanées. J'utilisais, donc s'il y a des gens là qui nous regardent, qui veulent chercher un stage ou un premier emploi, moi j'utilisais comme outil un outil qui s'appelle Rebump. Donc Rebump, ça vous permet donc vous envoyer votre premier email, faites en sorte qu'il soit un minimum personnalisé, bien entendu, et vous préparez en fait vos relances à l'avance. Donc ça vous permet en fait de programmer, par exemple, 2 jours après mon premier email, je voudrais le relancer. Donc vous préparez votre texte de relance et vous pouvez faire jusqu'à 5 relances comme ça, par exemple, étalées sur 2 mois, disons. Et en fait, donc ça demande un travail d'organisation. Vous préparez tout à l'avance. Ensuite, vous shootez votre campagne emailing. Et j'ai franchement eu énormément de retours des gens de plein d'entreprises françaises, Accor, Renault, etc., qui m'accordaient un entretien. Donc parfois, il y avait un besoin, parfois, c'était dans une démarche de conseil, mais c'était tout à fait bon à prendre. Et voilà, en fait, quand on, quand on est motivé, quand on le veut, on peut trouver. Et voilà, comme je vous disais, personnellement, ça a pris 1 an de recherche pour ma part. Je travaillais à côté, bien entendu, parce qu'il fallait bien faire rentrer de l'argent. Mais voilà, ça a fini par payer. Et donc, j'ai trouvé ce travail à Evernex, au Maroc. Donc, j'ai pu continuer à l'international. Donc, la vie est belle à Casablanca. Pour l'instant, ça fait 2 ans que j'y suis. Et voilà, pourvu que ça continue. Donc, pourvu que ça continue, mais dommage, c'est pile poil à ce Tant moment-là mieux. où ça bug un peu. Je suis épanoui, vraiment merveilleux. Voilà, n'hésitez pas. Donc, c'était pour répondre à une question. Je me suis un petit peu évadé, on va pas se mentir. Enfin, je me suis un petit peu perdu dans mes explications. À la base, je parlais des stages.
Mais voilà, en gros, voilà, s'il y a des questions par rapport au VIE, par rapport aux outils que je pouvais utiliser pour rechercher, pour prospecter les potentiels employeurs, vous pouvez me questionner là-dessus. Si vous voulez me demander comment est la vie au Maroc, n'hésitez pas. En tout cas, je suis là pour répondre à vos questions. Alors, du coup, je pense qu'on a compris tout le message. À un moment donné, ça a été un peu coupé et tout ça, mais c'est revenu. Mais c'était au moment où tu disais pourvu que ça continue. Et je crois que tu as dit au milieu que tu étais épanoui et tout ça. Donc, c'était génial. Et après, on a bien vu, on a bien Voilà. compris dans le ton La vie est que belle. c'était quelque chose qui était pas mal et en laquelle tu étais, ouais, Mais pas ouais, mal avec du recul, épanoui, justement. ce qu'il y a à retenir, c'est que voilà, quand on est motivé, il faut se donner les moyens, c'est ça. Et voilà, réfléchissez Et, surtout à et juste, vraiment si tu l'industrie. alors justement, sur ce sujet-là, moi je me dis, justement, il y a quelque chose déjà qui vous rejoint tous les trois, c'est que vous avez des métiers qui sont quand même très transversaux, qui ne sont pas liés à une industrie au démarrage, que vous pourriez faire dans des métiers différents. Et je crois que c'est souvent les questions que se posent aussi les étudiants, c'est à savoir, OK, on nous forme sur des métiers qui peuvent être dans plein d'industries différentes, face à toutes les offres d'emploi qu'il y a ou toutes les industries, tout ça, comment je me positionne, par où je commence, où est-ce que, en fait, ça va être quoi mon travail, quoi, et comment réussir à trouver un travail. Est-ce que vous avez déjà un conseil ou des choses à dire là-dessus, tous les trois déjà, ou pas du tout finalement? C'est aussi complexe comme Donc ça. moi, Ou comment vous c'est avez, vous, ouais, alors toi, Samuel, par exemple, comment tu as sélectionné tes industries justement? en vrai, c'est justement, moi, j'ai pas. Disons que, comme je disais, j'ai fait des stages dans un peu tous les secteurs. Voilà, moi, juste mes prérequis, enfin, ce que je voulais, c'était juste que ce soit un stage de commercial ou un stage d'acheteur. L'industrie, c'est vrai que je prêtais pas attention à ça. Et comme je disais, c'est un aspect qu'il faut pas négliger puisque plus tard, vous risquez de vous dire, ah, j'aurais bien travaillé là, j'aurais bien voulu faire ci, faire ça, être dans telle industrie parce que c'est ma passion ou quoi. Et moi, pour ma part, pour prendre mon exemple, voilà, je voyais comme travailler dans l'industrie comme l'industrie musicale, donc qui est un peu ma passion. Je voyais ça comme quelque chose d'inatteignable, alors qu'en fait, pas du tout. Je me suis même pas au final donné les moyens parce que la facilité me faisait dire que je trouverais pas quoi. Et voilà, c'est pour ça en fait, si vous, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais si vous avez vraiment quelque chose qui vous attire, faut essayer. Si vous êtes passionné de football, il y a plein de manières de travailler en tant que commercial, qu'acheteur, dans les finances, dans le foot, hein, dans un club de foot ou quoi que ce soit. Il y aura toujours moyen en fait au final, c'est pas forcément facile, certes, mais si vous le désirez, vous avez toujours moyen en fait de mêler vos compétences professionnelles avec un domaine qui vous attire. Et ça permet aussi tout simplement d'être heureux au travail tous les jours, d'être constamment entouré de gens qui, moi, pour ma part, comme je vous disais, c'est pas fini, hein. Peut-être qu'un jour je vais finir par y arriver dans cette industrie musicale, aller travailler chez Universal Music ou chez Believe Digital, je sais pas. Mais, Appelez lancer. mais voilà, rien que le fait bon, s'il y a des spectateurs qui travaillent, qui seront managing director dans Du le futur, futur, pensez à moi. c'est ça. Mais voilà, rien que d'être au travail et d'être entouré d'un univers qui vous plaît, ça va clairement changer la donne, on va pas se mentir. Donc, je suis pas dans l'industrie musicale, mais aujourd'hui, j'aime bien, voilà, ça se passe bien au travail, j'ai une bonne équipe, la vie est belle, comme je disais. Mais voilà, c'est un point qu'il faut pas négliger, quoi. Et du coup, juste sur cette question-là, Sandrine ou Clairine, vous avez quelque chose à dire sur justement comment choisir l'industrie, parce que je reprends les mots de Samuel, je trouvais que c'était assez intéressant et je me faisais la réflexion en fait sur vos deux parcours, parce qu'à un moment donné, même Sandrine, tu as dit que toi aussi tu fais un peu de la gestion de projet finalement, et vous êtes dans deux domaines complètement différents, mais la gestion de projet, l'aspect commercial, la gestion le management de l'unité commerciale, on peut le faire dans plein de secteurs d'activité différents. Juste si vous avez un point là-dessus, mais on n'est pas obligé. Après, si vous n'avez pas d'avis tout de suite, on pourra en parler après. Et c'est vrai que moi aussi, il faut que je parle aussi de mon expérience après. Donc, du coup, j'enchaînerai. Disons que j'ai un parcours qui est assez varié avant d'être arrivé à ce master-là. J'ai fait quand même pas mal de choses. Et ce que je recherchais avant de choisir, en fait, c'était pas tant l'industrie, mais même si je suis entièrement d'accord avec le discours de Samuel et que je trouve génial. Et d'ailleurs, Samuel, je te souhaite vraiment de travailler dans la musique dans très très peu de temps Merci. et de te régaler. Mais parce qu'effectivement, ça change tout de ne pas partir le matin la boule au ventre. Ça change tout et ça change surtout la qualité de notre travail, notre investissement. Mais c'est surtout, moi, je cherchais une structure qui puisse me permettre justement d'évoluer rapidement
et d'avoir ce potentiel de créativité, etc. Il y a encore énormément à faire. J'ai l'impression des fois, alors sur certains sujets, travailler pour une start-up, parce qu'on voilà, on se met au niveau sur pas mal de choses et ça laisse justement la porte ouverte à cet investissement, cette souplesse-là, cette agilité, cette créativité. C'est ce que je recherchais. Et surtout ça, et le fait de pouvoir basculer sur des postes qui sont radicalement différents, parce que c'est un très grand groupe. Donc voilà, alors je sais que pour beaucoup, ça ne fait pas spécialement rêver quand on dit juste la Poste. C'est bien dommage parce qu'on y trouve une richesse vraiment, vraiment, vraiment alors je prêche pour ma paroisse évidemment, mais ce qui est vrai, c'est que… Parti après l'annonce de Samuel sur la musique, ça va être Ouais, Sandrine, on recrute à la Poste. non, c'est pas tant ça, c'est simplement que on ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Il y a énormément de services, énormément de branches et énormément du coup de fonctions et de choses à aller chercher, surtout qui diversifient énormément. Voilà, c'est plutôt sur ça que je voulais aller rapidement et avoir justement ne pas me sentir bridée par une fonction dans une entreprise et quelque chose de bien normé, bien cadré, quoi. Voilà. Merci. Ben, en tout Clarine, tu veux cas, dire un ouais, truc aussi? carrément pour rebondir sur ce que disait Sandrine, en fait, c'est difficile de donner un conseil sur ce sujet-là, étant donné que pour moi, c'est indépendant de chacun. En fait, on est tous stimulés par des thématiques, par des ambitions, par des missions qui nous portent à cœur personnellement. Et du coup, le mieux, effectivement, c'est de choisir une entreprise, une start-up, enfin, un lieu dans lequel justement on n'est pas bridé, on ne va pas se retrouver peut-être malheureusement, c'est l'image en tout cas qu'on peut se faire des grands comptes où malheureusement on a un poste et malheureusement c'est un poste qui est assez structuré et qui ne nous permet pas en fait d'aller vraiment faire preuve de curiosité et toucher à d'autres missions transversales ou autres. Alors que justement moi l'univers de la startup dans lequel j'ai vraiment évolué, pour le coup dans toutes mes expériences professionnelles, j'ai été dans l'univers startup. Et en fait, c'est ça vraiment qui m'a permis de me révéler et de toucher aux missions concrètes de chargé de projet. Parce que ce qui s'est passé, et peut-être que j'en ai pas forcément parlé, mais pourtant c'est quand même assez édifiant, c'est-à-dire qu'en M1, je m'étais focalisée sur le fait de vouloir absolument une alternance, de faire une alternance qui me plaisait, justement dans la gestion de projet, dans le management de projet. J'ai fait toutes les démarches. J'ai passé des mois mais vraiment à partir du moment où j'étais même pas encore arrivée en cours, j'avais déjà commencé toutes mes démarches, à aller toquer au BIC, aller dans tous les incubateurs, etc. Et vraiment, je sentais en fait que la finalité, c'était simplement que j'avais pas assez d'expérience en gestion de projet pour pouvoir accéder à un poste d'une alternance en gestion de projet. Du coup, là, et je pense que peut-être ce qui, en tout cas, s'est appliqué pour moi, qui a marché pour moi, c'est d'accepter de faire un pas en arrière. L'IAE aussi, il est adéquat pour ça, puisqu'en général, c'est un axe double compétence. Donc, on est issu déjà d'une autre formation. J'ai accepté d'orienter ça, déjà oublier le stage, oublier l'alternance, m'orienter vers des stages et de faire des stages plutôt sur l'axe de la communication en me disant tant mieux. L'avantage des startups, c'est que on a assez de mobilité sur la gestion des postes, des missions. Donc, c'est vraiment grâce à ça. C'est grâce au fait d'avoir dit OK, bon, c'est pas grave. Je conscientise, je ne pourrais pas l'avoir cette année, mais je fais un petit pas en arrière pour mieux avancer. Et vraiment, ça m'a aidé pour après, effectivement, trouver une alternance qui était vraiment dans la gestion de projet par la suite. Donc, voilà mon avis. Donc, voilà, pouvoir se réorienter, repréparer et dire on fait une marche entre les deux. Il y a un objectif, on met une marche entre les deux pour arriver après à l'objectif. Donc, le stage, ça, c'était la marche qui permettait d'aller à l'alternance ensuite. Alors, on a une question, donc je rebondis direct sur la question. Et après, en fait, j'enchaînerai sur les startups et tout ça, puisque du coup, j'ai créé une startup dès la sortie de l'IAE. Et donc, c'est William Baran qui dit bonjour à tous, je suis actuellement en master CEI. Merci, William. Super master. Selon vous, quelles sont les compétences nécessaires dans vos domaines d'expertise? Donc, les compétences qui sont nécessaires pour être commercial international, pour manager des unités commerciales ou à la poste et en gestion de projet, par exemple, Clairline. Et puis après, sur l'entrepreneuriat, vous pouvez prendre la parole si vous avez une idée, mais vas-y, Clairline, je te lance. Oui, alors moi, du coup, je peux proposer une réponse. Je pense que c'est assez intéressant parce qu'on va pouvoir un petit peu croiser nos réponses parce qu'on n'est pas dans les domaines d'expertise.
Moi, je dirais que dans le mien, on ne va pas forcément orienter ça sur des compétences, puisque c'est beaucoup plus les aptitudes et les savoir-être qui vont rentrer en compte. Les compétences, elles s'acquièrent avec l'expérience. Les aptitudes et les savoir-être, ils se développent. Et en fait, si tu arrives déjà de base sur un métier avec justement des qualités qui sont propres à toi, et que tu arrives aussi à valoriser et à mettre au service de la gestion d'équipe, de la coordination de groupe, etc., tu vas en tout cas, je pense, pouvoir vraiment te révéler et ouais, c'est ça. Et en fait, après, acquérir de plus amples compétences sur ce sujet. Après, les compétences, c'est celles aussi que tu acquiers pendant ta formation en ce moment même. Ouais. Et juste pour un point, mais peut-être non, je répondrai peut-être après sur la question des entretiens collectifs aujourd'hui qui se font beaucoup sur les entretiens de groupe. C'est plus des entretiens individuels. Nous, on fonctionne beaucoup avec des entretiens collectifs lorsqu'on recrute des nouveaux membres et des nouveaux collaborateurs et collaboratrices. On fonctionne beaucoup effectivement sur de la mise en situation. Donc, ce n'est plus un entretien standard où il y a des questions-réponses, échanges avec un recruteur RH. Là, on est beaucoup plus en fait sur de la mise en situation au sein d'un groupe, donc du coup au sein de d'autres, on va dire, concurrents, collaborateurs. Et du coup, l'objectif, effectivement, c'est de montrer qui on est et comment est-ce que aussi notre intelligence émotionnelle et collective, on arrive à la mettre au cœur de ces éléments-là. Et après, c'est plutôt des connaissances qui vont faire varier aussi la balance pour savoir si vous arrivez déjà avec des connaissances acquises ou si vous avez besoin de les acquérir après. Voilà, j'avais juste envie de faire un point sur ces nouveaux éléments d'entretien. Sandrine, tu as quelque chose à ajouter là-dessus sur les compétences nécessaires pour ton domaine d'expertise? Oui, oui, je suis assez d'accord avec tout ça. Il y a le bagage que vous allez apporter de l'IAE, de vos études, de vos expériences professionnelles, personnelles. Et il y a ce qu'il y a l'inné aussi. Et c'est vrai que si ces valeurs-là, moi je parlais plus en termes de valeurs, parce que quand on travaille de l'humain, je suis plus sur ce schéma de pensée en tout cas. Si ces valeurs-là, vous ne les avez pas, c'est vrai que vous allez très vite atteindre votre seuil, votre seuil d'incompétence. C'était fabuleux ce bouquin, référence IAE. Mais, ouais, voilà. On a tous lu le même, ce que je vois Claire-Line sourire, Samuel aussi, tout le monde. Voilà. Mais oui, donc là, ce serait plutôt effectivement intelligence émotionnelle. Oui, ça me parle beaucoup. Parce que c'est très important. Effectivement, si on va travailler avec des machines, ce n'est pas du tout ni le lieu ni l'endroit. Après, que vous n'ayez aucune compétence comme moi, qui suis arrivée sur du bancaire, je n'en ai toujours pas. J'ai des experts qui sont beaucoup plus prégnants que moi sur le sujet. Pour autant, mon job principal, c'est de manager. Donc, de la souplesse, oui. Beaucoup d'adaptabilité et un dynamisme assez important parce que c'est vrai que ça part quelquefois dans tous les sens. Donc, il faut pouvoir canaliser de l'organisation. Il y a des choses qui ne s'improvisent pas. Et la gestion de l'impondérable, donc du coup, du sang-froid, je dirais. Ça, personne n'en parle, mais, c'est rarement dans les fiches de poste, c'est rarement dans les compétences, mais le sang-froid, ouais. C'est-à-dire que quand il y a tout, il y a le feu partout, faut savoir souffler un petit coup, s'isoler 30 secondes et puis que ça reparte comme il faut et dans le bon sens. Donc ouais, je dirais ça. C'est un joli bouquet, mais je parlerai plus d'un bouquet de valeurs. Voilà. Et Samuel, du coup, sur ce point-là? Rapidement, avant de répondre j'ai vu qu'il y avait une autre question. C'est vrai que moi, pour ma part, voilà, je suis dans l'IT. Personnellement, j'y connaissais rien au data center. Tout ce qui est serveur, bête de stockage, pas du tout. Moi-même, dès que j'avais une panne sur mon ordinateur, j'appelais mes amis, j'ai un virus, viens m'aider. Mais c'est quand même dans ce domaine, dans cette industrie que j'ai fini finalement. Et non, en termes de compétences, voilà, en tant que commercial, je pense que ceux qui veulent se diriger vers ce média ont leur petite idée. Il s'agit de, moi pour ma part, ce qui a marché avec mon employeur actuel, c'est que certes, j'ai répondu à une offre d'emploi dans un premier temps. Et suite à cette candidature, donc mon chef actuel m'a rappelé, ça a plutôt bien matché. Sauf que entre le moment où l'entreprise a dit qu'il me recrutait et le moment où j'ai vraiment commencé, il s'est passé, si je dis pas de bêtises, peut-être 5 mois. Ça a pris beaucoup de temps. Et en fait, ce qui a payé pour ma part,
Mon chef me l'a confié lui-même. Hein. Pendant un moment, il était même plus sûr de me recruter, malgré le fait qu'il m'avait envoyé plus ou moins une offre. Mais en fait, ce qui m'a vraiment aidé, c'est le fait que voilà, j'ai insisté, je les ai relancés à gauche, à droite. J'ai chopé son WhatsApp, j'ai relancé sur WhatsApp, sur LinkedIn, par email, son numéro, je l'ai appelé. En fait, moi, dans ma tête, je m'étais dit, ça se trouve, c'est un test qu'il est en train de me faire. Je suis en train de postuler un poste de commercial. Peut-être que justement, il veut voir ce que je suis capable de faire. Et je me suis pris au jeu. Et en fait, c'était ça. C'était que, en tant que commercial, mon chef il cherchait un vrai chasseur. Donc, ça passe par, mine de rien, c'est comme si c'est un peu un jeu de drague et c'est ce qui a marché, quoi. Donc, si vous voulez être commercial, faut montrer que vous avez le fameux bagou, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme, montrer que voilà, vous avez la fibre plus ou moins et que voilà, ça vous dérange pas d'avoir du contact au final et d'aller vers les gens, si je puis dire. Du coup, tu as vu, là, ouais, effectivement, il y a une question directe sur le Master Miss, sur l'international. Donc, c'est peut-être pas celui-là que tu avais fait, je sais plus exactement, mais du coup, Tom Guilbeault, qui est donc en Master Miss, donc c'est Marketing Intelligence and International Sales Strategy, et il se demande ce que tu veux dire alors, je me demande ce que vous voulez dire, c'est que le domaine ou l'industrie dans lequel nous réalisons notre stage alternance détermine notre domaine ou notre industrie dans lequel nous pourrons exercer plus tard et fermerons les portes à d'autres, même si la nomination est la même, exemple business development dans la cosmétique ou dans l'industrie automobile. Qu'est-ce que tu en penses là, Samuel? Alors encore une fois, ça va dépendre un petit peu du mindset, de la culture de l'entreprise, ou ça peut changer d'une entreprise à une autre, je dirais. Mais moi, pour ma part, c'est vrai que on va prendre cet exemple de l'industrie musicale. Il n'y a pas 36 000. Bon, après, si on élargit à tout ce qui est entreprise d'événementiel qui organise des festivals, il y a plein de petites boîtes, de petits labels. Mais moi, pour ma part, ce qui me faisait rêver, c'était les Universal Music, les Sony, les Def Jam. Donc, on parle d'entreprises qui sont quand même très prisées. Et pour ma part, voilà, ce qui m'a plus ou moins fermé des portes, c'est que j'avais strictement aucune expérience, ne serait-ce qu'au travers des stages dans l'industrie musicale. Et dans tous les cas, si vous savez qu'à l'avenir, vous voulez faire telle position, tel poste dans telle industrie, que ce soit auto, dans les sports, dans le cosmétique, donnez-vous les moyens dès maintenant et faites des stages dans cette industrie, faites une alternance dans cette industrie, faites en sorte en fait que sur votre CV, ça se ressent que vous voulez en fait arriver là, quoi, si je puis dire. Donc, ça va pas forcément fermer des portes, mais ça va pas vous aider puisque dans le cas de, prenons Universal Music, il y a je sais pas combien de personnes qui veulent travailler là-bas. Sur 1000 CV, s'il y en a 500 qui ont aucun lien avec la musique ou qui n'ont aucune expérience sur le CV dans cette industrie, j'imagine que voilà, malheureusement, vous allez passer à la poubelle. Donc, il y a certaines entreprises qui ne pensent pas comme ça, heureusement. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus, j'ai l'impression que les recruteurs maintenant sont de plus en plus tournés justement vers l'humain, puisque aujourd'hui, on est quand même plus ou moins tous diplômés, on sort tous plus ou moins des mêmes écoles, et c'est ce qui fait la différence de nos jours en recrutement. Donc voilà quoi. Ce que je voulais dire, c'est que si vous savez où vous voulez aller, voilà, faites ça maintenant. Faites pas certaines erreurs comme moi pour ma part, comme je vous disais, je voulais faire un stage à Barcelone. Je savais que je voulais que ce soit une expérience en tant que commercial. Voilà, j'ai pris plus ou moins le premier truc qui est tombé, quoi, le premier truc que j'ai trouvé, sans forcément, voilà, vraiment chercher la difficulté. C'est un peu ça, le petit regret que je pourrais avoir. Mais voilà quoi. Juste. Merci. C'est ça. Vas-y, juste enfin, sauf si tu voulais rajouter quelque chose. Non, grosso modo, j'avais fait le tour. Là, j'allais me répéter plus ou moins, je pense. Donc, merci de m'avoir compté. Je vais prendre le relais. Parce que c'est vrai que je vois que l'heure tourne et puis que du coup, moi, en fait, j'aime bien donner la parole et je n'ai pas trop parlé sur mon expérience. Juste, je vais faire la transition. En fait, je vais répondre un peu à la question et enchaîner juste sur mon expérience après l'IAE. Sur le savoir, enfin sur justement les compétences à avoir. Je crois que de toute façon, à chaque fois, moi je m'appuie toujours, je réfléchis toujours sur savoir, savoir-faire, savoir-être. C'est toujours les 3 points qui sont hyper intéressants et pour réfléchir un peu sur quand je vois une fiche de poste ou
ou même quand j'en ai écrit des fiches de poste, je me suis dit, voilà, savoir, savoir-être, savoir-faire, qu'est-ce qui est important. Et du coup, là, je vais prêcher pour ma paroisse sur l'entrepreneuriat. Je pense que, en fait, dans les savoirs, il faut essayer de savoir un peu, oui, dans les connaissances qu'il faut pour développer notre entreprise dans le secteur d'activité dans lequel on va. Mais ça dépend vraiment beaucoup du secteur d'activité dans lequel on va. Et on voit des profils qui sont techniques au démarrage, qui montent des boîtes, mais aussi d'autres profils plutôt commerciaux, business et tout ça. Donc, c'est pas tant ça qui fait vraiment la différence, même si c'est important. Par contre, il y a deux choses. Il y a le savoir-faire, justement, mettre en place toutes les procédures. Il y a des étapes clés dans l'entrepreneuriat qui sont intéressantes et qui sont importantes. Donc ça, il y a des savoir-faire, mais ça s'acquiert au fur et à mesure avec l'expérience. Par contre, il y a un savoir-être important et je crois que c'est savoir s'entourer. Il faut absolument savoir s'entourer quand on entreprend parce qu'effectivement, ce n'est pas tout, mais par contre, on doit avoir une vision générale sur toute l'activité d'entreprise. Et donc, du coup, on doit être capable de, un peu comme Sandrine, tu as dit, hein, c'est-à-dire que là, tu dois gérer un aspect bancaire et pourtant, tu t'appuies sur des gens qui sont experts en banque, quoi. Donc, du coup, ça permet justement d'avoir plus de recul. Tu récupères des informations un peu chez toutes les personnes qui sont autour de toi et tu peux monter ton projet. Et moi, en fait, c'est un peu ce que j'ai fait sur mon parcours. Alors, je vais essayer d'aller assez succinct, hein, même si d'habitude, je parle beaucoup et du coup, ça risque, je vais essayer de pas m'étaler, mais en résumé, l'idée de création d'entreprise, elle m'était venue avant l'IAE et c'est pour ça que je suis venu à l'IAE. Concrètement, j'avais fait une licence qui était spécialisée dans le commerce du cheval et moi, mes parents sont éleveurs de chevaux, donc je baignais dans le monde du cheval depuis tout jeune et je voulais créer des copropriétés multiples autour des chevaux. Donc, c'était vraiment un leitmotiv. C'était d'un côté, je voulais financer les professionnels du cheval, dont mes parents, et d'un autre, je voulais ouvrir le monde du cheval au plus grand nombre. Donc, j'avais vraiment une mission j'avais envie de mettre ça en place et j'essayais de trouver comment mettre ça en place. Et avant de rentrer à l'IAE, je m'étais rendu compte qu'il me manquait des compétences, notamment en gestion financière ou des choses comme ça. Donc, j'ai fait le master en création d'entreprises innovantes. Qui était à l'époque ensemble avec le MPI, Management de Projet Innovant, c'était un seul et même master, c'est création d'entreprises innovantes et management de projet innovant. Et en fait, dans la deuxième année, en master 2, il y avait, c'est pendant mon master en fait que j'ai découvert qu'il y avait tout un écosystème de l'innovation. J'ai découvert qu'il y avait justement les incubateurs. Karine t'en a parlé tout à l'heure, il me semble. Un incubateur, c'est un lieu où on peut justement arriver avec notre idée de projet d'entreprise et on nous accompagne pour créer une entreprise. Et notamment, les incubateurs, ils sont souvent spécialisés dans l'innovation. Donc là, je voulais créer quelque chose de tout nouveau, complètement innovant. Et donc, du coup, c'était très bien. Par contre, je ne connaissais rien au niveau technique, justement, pour développer une plateforme. Et en fait, ce qu'on a créé finalement, puisque comme je vous disais, l'important c'était de s'entourer. Donc, même si j'étais tout seul au démarrage, après, progressivement, on était plusieurs. Donc, j'aime bien dire qu'on a créé ça, une plateforme qui permettait de mettre en relation, en fait, ça s'appuyait sur du financement participatif et on faisait de la copropriété de chevaux. Donc, tu pouvais aller sur notre site internet et acheter une petite part d'un cheval et en fait avoir plein d'avantages liés à cette part du cheval. Et donc, au tout démarrage, c'était très, très flou. Je ne savais pas trop comment faire pour résoudre mon problème. Et donc, j'ai enchaîné plusieurs actions. J'ai commencé à me dire, OK, il faut commencer à en parler autour de moi. Et en échangeant avec les gens, j'ai pu apprendre qu'il y avait d'autres choses qui existaient dans d'autres secteurs d'activité, et notamment le financement participatif. Donc, c'était un modèle qui était complètement différent, qui n'existait pas dans le cheval. Et je me suis dit, tiens, on va pouvoir s'en inspirer pour le mettre dans le monde du cheval. On a organisé un événement aussi. J'étais dans la première promo à l'organiser. Après, c'était tous les ans, c'est le créathlon. Alors, ça existe depuis 2014, là, du coup, puisque c'était le premier événement. Et en fait, là, j'ai eu une opportunité. J'ai juste le temps d'une cigarette pour présenter mon projet à une chargée d'affaires du BIC de Montpellier, Cécile Clément. Donc, du coup, j'ai eu l'occasion, en fait, elle avait juste le temps elle était au jury du créathlon. Moi, j'avais mon projet qui était un projet où j'avais travaillé un peu en cours. Et en fait, elle avait sa pause cigarette. Et donc, du coup, j'ai foncé et j'ai été la voir. Et, heureusement, c'est plutôt même Véronique Bessière qui est à l'IAE qui a dit, tiens, je te présente Romain, il a quelque chose à te dire. Et donc, du coup, je suis venu la voir et le temps d'une cigarette, je lui ai présenté mon projet et j'ai obtenu le rendez-vous pour la semaine suivante à Cap Omega, donc l'incubateur qui est à Montpellier.
Et donc, je pense que ça, c'était un premier déclencheur. Enfin, il y avait la première marche, en gros, c'était pour moi dans mon projet, c'était l'apprentissage à l'IAE, de réussir à monter un business et à parler correctement de mon projet. Et l'étape après, effectivement, c'était du relationnel et c'est de réussir à rencontrer les bonnes personnes et bien s'entourer et réussir à justement à avancer comme ça, à avoir des retours. Donc Cécile, la semaine suivante, on s'est vu dans son bureau. En 1 heure, on avait un échange et je suis rentré dans un processus d'incubation à Cap Omega. Et là, j'ai pu commencer à me poser sur la création de la société. J'ai fait mon stage de fin d'études, en fait, de fin de Master 2, à 100% sur mon projet. J'ai suivi une mini-formation aussi qui se fait maintenant sur 2 mois, enfin sur 1 mois à Cap Omega, qui était en part-time à ce moment-là aussi sur la création d'entreprise. Et ça, c'est en 2014. Et en fait, de 2014 à 2016, j'étais porteur de projet et j'ai cherché plein de choses. J'ai testé des trucs. J'ai essayé d'échanger avec des professionnels du cheval. J'ai essayé d'en parler au maximum pour essayer d'affiner le truc. Et j'ai essayé de trouver des associés. Et notamment, j'ai cherché un associé technique parce que moi, j'avais un profil plus business. Et en fait, progressivement, j'ai réussi à affiner le truc. Mais j'ai eu du mal à trouver un associé en fait au démarrage. Et en fait, au final, à un moment donné, je me suis dit, on va faire avec les moyens du bord. Et j'ai réussi à faire on a fait avec un blog, on a réussi à faire une première preuve de concept pour réussir à vendre notre première part de chevaux avec, c'était des stagiaires, notamment Claire-Line, qui arrive en stage à ce moment-là, chez Myers Family. Et puis, on a fait une preuve de concept où on a réussi, alors à l'époque, avec zéro moyen technique. Et à ce moment-là, on n'avait pas trop d'outils super techniques. Maintenant, on peut faire des preuves de concept super. Mais à l'époque, j'avais un blog et pour acheter une part, tu cliquais sur un bouton, ça t'envoyait un mail et ça te disait envoie un chèque à telle adresse. Et on a reçu un chèque. Donc, du coup, là, j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui a sorti un chèque, qui a écrit un chèque, qui a sorti un timbre, une enveloppe en 2016, ce qui était plus du tout vraiment optimal, c'était pas mal. Donc, du coup, ça a commencé à déclencher quelque chose. Et en 2016, j'ai créé la société. J'étais tout seul. J'avais 500 € sur mon compte et mes parents m'ont donné 500 € et on a débuté avec 1000 balles. Et progressivement, ça a monté. Et en 2017, 1 an après, j'ai eu mes premiers associés et là, ça a accéléré très, très vite parce que j'ai rencontré un super investisseur qui m'a fait rencontrer d'autres super investisseurs. Et du coup, au fur et à mesure, on a pu lever des fonds. J'ai pu étoffer l'équipe. J'ai pu enfin avoir des stages rémunérés, des alternants, des salariés. Et on a pu accélérer. En fait, en 2017, on est passé de 1000 à 19 000 membres en 1 an. Donc, c'était une forte accélération. Donc, ça, c'était génial. Et en 2018, on a eu le prix de la TPE 2018. Donc, une récompense sur pas mal de critères. Donc, c'était assez sympa. Là, on était en pleine croissance. Et donc, ça, en fait, voilà, je crois que les effets, les trucs intéressants à voir, à dire. Et là, même si en plus, là, je me suis tout refermé en parlant comme ça parce que j'ai croisé les bras, je me suis refermé. Mais le truc, c'est, je pense que facilement, en fait, il faut en parler, pouvoir en parler au maximum de son projet, parce qu'à chaque fois qu'on en parle, en fait, on fait des rencontres. Et les rencontres, ça nous permet d'avoir des retours. Les retours, ça peut être soit des conseils, soit des retours d'expérience, soit même des mises en relation. Et en fait, tout ça, ça nous permet de progresser. Et avec les progressions, on a des résultats. Les résultats, ça nous met en confiance. La confiance, ça nous permet d'en parler, etc., et de faire des rencontres et tout. Et donc, je pense qu'il y a un cercle vertueux à réussir à amorcer au démarrage. C'est réussir à justement sortir de sa tanière, commencer à en parler et à échanger avec les gens au fur et à mesure pour réussir à avoir des feedbacks, à s'entraîner à parler du projet. Et plus on s'entraîne à en parler, et plus en fait on le présente bien, et mieux on arrivera à le vendre derrière. Donc c'est vraiment ça. Donc merci pour la question, savoir-être, sur les compétences. Et puis voilà, je vois qu'il y a une question au passage. Je m'appelle Sarah Lopez. Ah pardon, juste pour finir, en fait maintenant je suis à l'IAE en fait parce que j'avais clôturé après j'ai clôturé la société, on manquait de trésorerie. Et maintenant, j'accompagne des boîtes, justement, dans la création d'entreprise, parce que j'ai eu cette belle expérience. Et du coup, je m'épanouis maintenant à accompagner justement des projets, des porteurs de projets qui sont dans ces étapes-là. Et donc, du coup, je fais à mon tour un retour d'expérience aussi sur ces projets entrepreneuriaux et à voir quelles sont les étapes et comment on fait pour réussir à monter une boîte avec un peu plus de chances de réussite.
Donc là, c'est sur le Miss aussi, je vois en majuscule. Sarah Lopez, je m'appelle Sarah Lopez et je suis également en Master Miss, Marketing et Vente à l'international. Et j'ai une question plus particulièrement pour Samuel concernant le métier de Global Business Developer. Je voulais savoir quelles sont tes missions quotidiennes et également celles à long terme. Merci d'avance. Samuel, est-ce que… Oui, je suis là. Ouais. Alors moi, ce que je fais, donc c'est vrai que le terme Global Business Developer, ça veut dire beaucoup de choses. Et ce nom de poste, vous pouvez le trouver d'une entreprise à l'autre, ce sera des missions différentes. Moi, dans mon cas, au sein de Evernex, en tant que Global Business Developer, moi, c'est beaucoup de prospection, de chasse. Donc là, actuellement, à Casablanca, on est une équipe de 5. Donc chacun, on a une industrie qui nous a été attribuée. Donc moi, pour ma part, j'en ai même 2. Donc, je suis en charge de la prospection des grands comptes pharmaceutiques et télécoms. Et à côté de ça, j'ai aussi un périmètre géographique où on m'a mis sur l'Espagne. Donc, en fait, je prospecte les entreprises en Espagne et à côté, mon industrie dans le monde entier. Par exemple, sur le pharmaceutique, ça va être Sanofi, ça va être Novartis, ça va être Roche, etc. Donc moi, ma mission, c'est d'utiliser LinkedIn, d'utiliser le téléphone, d'utiliser mass mailing, etc., de faire preuve un petit peu d'intelligence et de s'adapter un petit peu à l'entreprise, à l'interlocuteur. Donc pas mal de prospection. Et une fois que j'ai identifié en fait un prospect, un client potentiel intéressé par nos services, je le mets en relation. Donc, à partir du moment où on me dit d'accord pour un conf call, d'accord pour un meeting, je mets en relation cette personne avec un collègue qui s'occupe des sales locales, une personne qui va closer, en gros. Donc, moi, pour ma part, ma mission s'arrête au moment où un prospect va me répondre oui, j'ai besoin de maintenance pour telle ou telle machine, j'ai besoin d'acheter tel ou tel matériel, ou tout simplement oui, je suis d'accord pour un rendez-vous. Moi, en tant que Global Business Developer, on me demande de générer des leads, donc de générer en fait des pistes pour mes collègues qui, eux, vont closer le deal. Donc vont faire la cotation, le devis et ensuite négocier, etc. Donc moi, en fait, mon objectif, ma target, c'est de générer un certain nombre de leads, en gros des passes décisives à mes collègues. Donc tous les 50 leads, j'ai un bonus. Toutes les 50 pistes. Donc moi, ça fait 2 ans que je suis chez Evernex et donc là, je vais pas tarder puisque c'est un poste qui a un turnover, mais un turnover positif puisque on fait évoluer en fait les inside sales, aka also known as Global Business Developer, c'est la même chose. C'est les 2 termes qu'on utilise pour le même poste. Donc je vais être amené à bouger. Donc vu qu'on m'a mis sur l'Espagne, ils aimeraient me mettre en tant que account manager sur l'Espagne. Mais je vous avoue que il fait bon vivre au Maroc et j'ai bien envie de rester à Casablanca. Donc, je vais peut-être avoir un périmètre Afrique ou bien travailler sur l'Espagne depuis le Maroc. C'est assez proche, donc pourquoi pas faire un business trip tous les mois. Donc, voilà, en gros, mes missions, c'est surtout de la prospection. Et sur le long terme, mes futures missions, ça va être justement d'aller un peu plus loin, quoi, donc d'être plus dans la relation commerciale avec les clients et vraiment aller au bout, quoi, quitte à closer le deal. C'est ça. Alors, closer sur cette phrase-là, à mon avis, on n'est pas loin d'avoir closé justement ce webinaire. Donc, je vois que pour les personnes qui sont moi aussi, je viens prêcher ma paroisse. Il faut savoir que Evernex, c'est un groupe international. Le siège est à Paris, mais à Casablanca, donc c'est vraiment l'équipe Global Business Development. Donc, on est ouvert s'il y a des gens qui cherchent un stage. Et même, j'adresse ce message à l'IAE, en particulier à Maud Serra qui gère la relation entreprise. Voilà, on est une entreprise d'accueil de stagiaires, de jeunes diplômés. Alternance, c'est plus en France. Au Maroc, on n'a pas trop d'alternance. Mais voilà, quoi, n'hésitez pas. L'appel est lancé, le rendez-vous est pris. Maud, je sais qu'elle écoute, mais elle a une très faible connexion, donc du coup, au pire, elle reverra le replay. Et elle était ravie qu'il y ait un replay. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, vous avez l'enregistrement, donc le replay pourra être en ligne et visible, et donc du coup, vous pourrez le partager s'il y a des gens qui veulent le voir ou le revoir ou le faire connaître. En tout cas, merci à toutes et tous et à toi, donc à Samuel, à Sandrine, à Claire-Line d'être venus. Je pense qu'on a vu dans ce webinaire, on a pu
en fait passer un peu des informations, et notamment, je crois que c'est pas tant les savoirs qui est important, c'est aussi les relations, se bouger, être proactif, faire des rencontres et réussir. Et chaque rencontre nous permet d'avancer et pas hésiter non plus, si je retiens bien, à mettre un escalier, faire une marche supplémentaire pour arriver à notre poste. Est-ce que vous avez juste une conclusion à donner ou pas, ou c'est bon, on y va Très bien résumé, très bien. C'est la bonne conclusion, je dirais. Parler, donc je vais laisser Claire-Lynne et Sandrine ajouter leur petite. C'est adorable, merci beaucoup Samuel. Non, mais oui, effectivement, bonne conclusion. Je voulais dire justement, s'il y a besoin, si vous le souhaitez, vous pouvez me rajouter sur LinkedIn, du coup, Claire-Lynne de Cailleux. Et il n'y a pas de souci si je peux répondre à des questions, des conseils. Effectivement, nous aussi, on va ouvrir au stage en Occitanie et surtout à Montpellier. Donc, si vous souhaitez partager vos CV, n'hésitez pas à me les envoyer sur LinkedIn. Et merci du coup à tous. Et si peut-être un mot par rapport à la situation, parce que je sais qu'on a aussi donné beaucoup nos exemples dans le contexte où il n'y avait pas de conjoncture sanitaire, Covidée, tout ça. Mais du coup, peut-être que c'est justement le moment par rapport à toutes les questions, par rapport à tous les sujets qu'on a soulevés, sur aussi la question des intérêts, de qu'est-ce qui nous stimule réellement. C'est justement, je pense, l'occasion et le moment en fait de se recentrer aussi et de faire le point pour tout le monde. Et aussi vous, dans le cadre justement de votre recherche de stage, pour faire ça avec plus de recul et vraiment prendre le temps de faire la liste et refaire le point un peu. Je reprends l'exemple de Samuel qui a fait un peu la liste de toutes les entreprises qui pouvaient potentiellement être des entreprises intéressantes et intéressées. Et vous faites ça aussi avec vos leitmotivs, qu'est-ce qui vous stimule, qu'est-ce qui vous parle, et aussi établir une stratégie, comme je pense Sandrine aussi a pu donner l'exemple de cette stratégie à moyen ou long terme, si le cœur vous en dit aussi, quoi. C'était mon petit mot de la fin à moi. Sandrine, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, je trouve ça très bien résumé aussi. Je suis très contente d'avoir pu partager toutes ces expériences avec vous trois et avec vous tous qu'on ne voit pas. Pareil, il n'y a pas de souci, les coordonnées sont laissées, donc vous pouvez largement les utiliser et envoyer ou nous contacter, en tout cas me contacter sans problème. La seule chose que je voudrais rajouter, c'est que vous n'êtes pas en fin de carrière, vous êtes en tout début. Donc en fait, vous avez tout entre vos mains, quoi. Donc faites-vous plaisir, parce que disait Samuel, choisissez un domaine qui vous plaît, une industrie ou une tactique qui vous va bien. Testez des choses, comme l'a dit super bien tout à l'heure Claire-Lynne par rapport à son parcours. Mais faites-vous vraiment plaisir quand vous êtes en début de carrière. Au niveau de l'employabilité, c'est génial parce que vous êtes jeune et que vous avez plein de choses à aller chercher. Donc, sincèrement, cette chance-là, alors, il y a beaucoup de personnes qui font des études. Il y en a aussi qui n'en font pas. Si vous vous en sortez, si vous en donnez les moyens, franchement, mais éclatez-vous. Il y a moyen de combiner les deux, vraiment. Voilà. Génial, merci beaucoup. Pareil, moi j'ai Romain Livre. Alors moi j'ai pas de stage à offrir, mais si vous voulez rejoindre les alumni, je suis aussi président de l'association des alumni, je sais plus si je l'ai dit pendant le live ou pas, ou si j'en ai parlé juste avant, mais du coup il y a l'association des alumni, donc c'est l'association des diplômés de l'IAE de Montpellier, qui est de plus en plus en lien aussi avec les autres associations d'alumni en France et même à l'international. Donc même Samuel peut nous rejoindre et être actif dans les alumni ou les personnes qui sont passées par le business international. On organise pas mal d'événements et on fait des retours. Il y a pas mal d'occasions de faire des liens et des retours d'expérience. La semaine dernière, on avait fait d'ailleurs un webinaire sur justement un entretien presque parfait. Comment passer un entretien, et il est sur notre chaîne YouTube qu'on a créé spécialement pour ce webinaire. Donc, vous pouvez aller le retrouver. Et vous pouvez m'ajouter aussi sur LinkedIn si jamais il y a des questions sur la création d'entreprise ou sur les alumni. Et juste pour rebondir, c'est vrai que c'était vachement intéressant. Là, juste dernier truc, je rejoins donc Sandrine, Claire-Lynne, c'est le leitmotiv. Pourquoi vous voulez, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre vie? Alors c'est super dur, hein, c'est toujours le truc, mais c'est aussi dans la sélection du premier emploi. Je pense que souvent, des fois, pas souvent, mais des fois, on se dit mince, c'est presque. Il faut savoir en fait c'est quel critère qui est important pour vous en fait. C'est pas obligé que ce soit le salaire sur votre premier emploi. C'est peut-être
parce que c'est un tremplin sur autre chose. Et la création d'entreprise peut être un tremplin sur autre chose aussi. Voilà, ça c'était la petite pierre sur la création d'entreprise. Aujourd'hui, effectivement en crise, c'est souvent dans les crises comme ça qu'on a des entreprises qui se créent, qui sont super durables derrière. Donc c'est aussi une option qui est utile. Bon, vous pouvez nous rajouter sur LinkedIn. Hein. Vous avez compris que c'était le réseau pro à la mode actuellement, et on était disponible pour vous si vous voulez après. Et en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci encore à vous trois d'avoir fait ce webinaire avec moi. J'étais ravi aussi de le faire tous ensemble. Et je vous dis à très bientôt sur les réseaux ou à travers les événements Alumni, IAE, etc. Bonne soirée à tous. Avec plaisir. Merci à tout le monde. Au revoir et bon Au revoir. courage à tout le monde. Merci, bonne soirée.